fait, ce dont on souffre, c'est d'une part la disparition des politiques keynésiennes dans ces dernières décennies, qui ont finalement restreint la capacité d'intervention publique. Je pense qu'on a besoin d'une capacité d'intervention publique, mais on a aussi besoin de politiques publiques qui ne soient pas partagées entre d'une part le soutien aux entreprises capitalistes dans l'économie et puis les programmes sociaux. Je pense qu'on a besoin de soutenir véritablement l'innovation socio-économique qui est représentée dans cette économie sociale et solidaire. Et on s'est trop centré sur la seule innovation technologique. Je pense que l'innovation socio-économique aujourd'hui, dans une économie qu'on appelle souvent une économie de la connaissance, une économie du relationnel, une économie immatérielle, l'intelligence collective, c'est d'abord des gens qui travaillent ensemble. Et je pense que toute cette contribution au bien commun, il faut aujourd'hui la reconnaître vraiment dans les politiques publiques, ce qui n'est pas encore le cas, sauf au niveau local et régional, où là, il y a eu des politiques qui se sont développées dans les dernières années. Et si on prend l'exemple de la Lorraine, on a dépensé des milliards d'argent public pour des entreprises qui, 20 ans après, ont quitté ce territoire. Donc il vaut mieux, me semble-t-il, du point de vue de la bonne utilisation de l'argent public, investir dans des activités non délocalisables, dans des activités qui sont utiles pour un mieux vivre, plutôt que de vouloir attirer les entreprises qui risquent de disparaître aussi vite qu'elles sont venues sur un territoire considéré. Premièrement, l'économie sociale et solidaire est une force au niveau de l'emploi. Elle représente une augmentation de l'emploi continue, aujourd'hui à peu près un emploi sur 10 en France, et puis surtout en dynamique, c'est important parce que les associations depuis les années 2000 ont créé plus d'emplois que les entreprises privées. Donc il y a un déplacement de l'emploi vers l'économie sociale et solidaire, ça c'est une première chose, mais je pense que l'économie sociale et solidaire ne peut jamais se justifier entièrement au regard du nombre d'emplois créés. Ce qui est vraiment important, c'est que c'est un mode de développement qui est soucieux de l'environnement, qui est soucieux de la cohésion sociale, comme on l'indiquait à l'instant, qui est soucieux aussi de produire des formes de démocratie participative pour faire que les gens soient concernés par les activités économiques. Ce n'est pas quelque chose qui doit leur passer au-dessus, c'est quelque chose dans lequel chacune peut être impliquée. Je pense que c'est une économie qui repose sur l'engagement citoyen. C'est vraiment un projet de démocratiser l'économie à partir d'engagements citoyens. Et d'ailleurs, si les engagements citoyens ne sont pas présents, je pense qu'elle perd de son originalité, ce qui est le cas dans un certain nombre de dérives qu'il faut aussi envisager. Donc je crois que l'idée, en fait, à travers l'économie sociale et solidaire, c'est plus que de parler simplement d'économie, c'est parler en fait à la fois d'économie et de politique. C'est-à-dire que si on veut éviter la crise démocratique dont on nous parle parfois et dont on voit des signes évidents, si on veut éviter la coupure entre des élites et puis des gens qui pensent ne plus du tout être entendus, il faut, je crois, retrouver un lien entre ces initiatives citoyennes, cet engagement public qui est vivant aujourd'hui, et puis le monde politique, et voir que aucun expert ne pourra apporter la solution à la crise, ne pourra nous sortir de la crise à lui seul, aussi intelligent soit-il. Ce qui est important, c'est de réunir toutes les énergies pour arriver à formuler un nouveau projet vers lequel on a envie d'aller. Mais c'est ça qui manque aujourd'hui. Et je crois que l'économie sociale et solidaire peut apporter sa pierre pour ce nouveau projet. Enfin, je pense que, si vous voulez, le discours même des tenants du marché total a changé depuis la crise de 2008. C'est-à-dire qu'on ne nous promet plus que le marché résoudra tout. On nous promet effectivement un peu autre chose, qui est le fait que le capitalisme puisse se moraliser. Et là, effectivement, il y a un piège, je pense, pour l'économie sociale et solidaire, c'est de penser cette économie sociale et solidaire uniquement comme un social business qui, lié à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, permettrait de moraliser le système et le système restera en place sans bouger. Or, c'est le cœur du système qui, je crois, produit des inégalités, produit des dégâts écologiques. Donc, il ne s'agit pas de l'amender à la marge, il ne s'agit pas de faire des programmes sympathiques pour les pauvres, il s'agit vraiment de trouver une autre dynamique socio-économique et je pense que c'est ce qui est discuté aussi au sein de l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il ne faut pas être dupe de cet opportunisme du slogan « moraliser le capitalisme ». Je pense, comme Habermas, qu'il y a une tension irréductible entre capitalisme et démocratie. On la voit dans les 2 derniers siècles. Et le choix qui nous est posé en ce début de XXIe siècle, c'est
soit d'accentuer la démocratie, et à ce moment-là, ça veut dire que la démocratie doit toucher le domaine économique, et il y aura effectivement un capitalisme marchand qui ne va pas disparaître, mais qui peut être régulé et qui peut être complété par d'autres formes et d'autres logiques socio-économiques qui sont tout aussi légitimes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques qui se traduisent aussi en inégalités, avec l'explosion des surrichesses, de la pauvreté et de la précarité en même temps, je pense que l'on a rompu avec les équilibres raisonnables que l'on avait pu constituer après-guerre grâce aux compromis issus de la résistance. Donc je crois qu'il faut retrouver un compromis raisonnable entre économie sociale et écologie qu'il faut désormais intégrer. Et il me semble que ceci peut être fait en reprenant ce qui a été le souci constant de la gauche, c'est-à-dire le souci de la lutte pour l'égalité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de combattre la pauvreté, de combattre les conséquences de l'ordre établi, il s'agit d'aller à la racine des problèmes et de voir comment est-ce qu'il est possible de lutter pour l'égalité et de faire que cette égalité soit de plus en plus diffusée dans l'ensemble du monde. Et on voit aujourd'hui aussi une renaissance de mouvements qui se revendiquent des droits humains, des droits sociaux, des droits culturels et qui ont une traduction évidemment aussi en termes d'écologie à travers la volonté par exemple de sortir de ce que l'on a pu appeler une culture extractiviste qui épuise la terre et qui en fait n'est pas tenable sur la longue durée. Le grand risque, c'est d'en faire une économie disons voiture-balai pour les gens qui n'arrivent pas vraiment à suivre dans l'économie normale. Et ça, c'est, je pense, le danger d'enclavement d'une économie sociale et solidaire qui serait cantonnée justement à ce rôle de palliatif. Or, je crois que c'est véritablement pas une économie qui peut être uniquement dévolue aux tâches d'insertion, à la lutte contre l'exclusion. C'est une composante de l'économie de demain, comme ça a été reconnu dans un certain nombre de constitutions que l'on citait tout à l'heure. Et je crois que c'est ça l'enjeu, c'est d'en faire une composante de l'économie normale et non pas une économie pour les gens qui sont un peu à la traîne par rapport à l'économie normale. Et c'est là où on a vraiment des clichés, des représentations qui restent très très fortes chez les décideurs. Par exemple, on accuse souvent cette économie de concurrence déloyale, ce qui n'a aucun fondement réel. Par exemple, les régies de quartier qui interviennent dans les quartiers avec l'implication des habitants sont accusées par des entreprises de concurrence déloyale. Or, en fait, le type de service qu'elles rendent, mais aussi la façon dont elles le rendent, sont différents de la manière dont les entreprises de BTP interviennent sur ces quartiers. Donc je pense que cette articulation démocratie participative, cohésion sociale, implication citoyenne et création d'emplois, elle est propre à l'économie sociale et solidaire et ça la démarque, je crois, de formes d'économie à but lucratif. Déjà, il faut sortir de cette idée que la seule vraie économie, c'est le capitalisme marchand, parce que c'est une idée fausse historiquement, mais une idée qui a été rabâchée et qui a été intégrée un peu par tout le monde et qui est encore très très dominante. Donc je crois qu'il faut voir comment il y a des formes d'économie, au niveau local par exemple, qui ne relèvent pas du capitalisme marchand, et puis revenir là aussi à des choses très simples, c'est-à-dire qu'avec le capitalisme marchand, on ne fait pas vivre aujourd'hui la moitié de la planète. Il y a une multiplicité d'autres formes d'économie qui existent. Par exemple, en Afrique, il y a 70 à 80% des gens qui vivent dans un secteur informel. Et l'idée qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire, c'est que toute cette économie populaire qui en fait émane de la nécessité de survie, il faut maintenant qu'elle s'articule avec les pouvoirs publics pour se développer de façon plus satisfaisante, fournir des conditions de travail, des conditions de vie décentes, des rémunérations qui soient décentes également. Et ça, c'est un problème qui se vit dans plusieurs continents et qui n'est pas réservé à l'Europe. En fait, ce que l'on est en train de constater, c'est que ces initiatives que j'évoquais, elles sont présentes partout dans le monde, dans les différents continents, avec des pondérations variables, mais on les trouve en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe. C'est finalement une tentative concrète, pratique, réaliste d'aller vers un autre monde, si on veut reprendre l'idée du mouvement intermondialiste, en tout cas vers une économie qui soit une économie humaine. Et ça, on le trouve très fortement, par exemple, avec la démocratisation en Amérique du Sud
depuis quelques années, avec de nombreux pays qui se sont engagés dans de nouvelles politiques publiques pour soutenir cette économie sociale et solidaire. Il y a l'Argentine, il y a le Brésil, il y a le Venezuela, mais je voudrais mentionner deux pays qui me semblent intéressants, bien que peu connus, l'Équateur et la Bolivie, parce qu'ils ont adopté justement une nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution, elle fait une place à l'économie solidaire, c'est-à-dire qu'il montre qu'une économie où il y a de la place pour tout le monde, ça suppose une économie privée, marchande, mais aussi une économie publique et une économie solidaire. Et dans le mouvement de réhabilitation de l'économie solidaire, c'est en fait tout ce qui est de l'ordre de l'économie populaire et qui avait été invalidé précédemment parce qu'on considérait que les cultures indigènes c'était archaïque et qu'il fallait aller vers la modernité. Or en fait, ils veulent penser à un autre mode de développement et cet autre mode de développement, il est fondé sur ce qu'ils appellent une économie plurielle, économie privée, économie publique et économie solidaire, et de voir comment tout ça peut s'agencer pour un objectif qui n'est plus la croissance maximale à tout prix, mais qui est ce qu'ils appellent le buen vivir, c'est-à-dire le vivre bien, le bien vivre. En fait, l'économie est remise à sa place. L'économie, c'est qu'un moyen qui est au service de finalités humaines, sociales, écologiques, et qui n'est pas une fin en soi. Et je crois que ce changement un peu symbolique qui est en train de s'opérer dans ces pays n'est pas un changement exotique qui concernerait que ces petits pays d'Amérique du Sud. C'est, je pense, une des questions fondamentales qui est posée à toutes les économies d'aujourd'hui. Je crois que dans ce début du XXIe siècle, nous devons trouver un nouveau modèle économique qui soit véritablement au service de la planète, de la population et de ce souci d'égalité qui me semble aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Et il me semble que l'économie sociale et solidaire est en train de se renforcer dans différents contextes, justement par rapport à ces exigences. Et je crois que ça aide justement à traduire concrètement ce que peut être cette transition écologique dont on parle tant. Et ça peut aussi amener finalement à relativiser la place des lobbies qui sinon font la loi d'une certaine façon. Montrer qu'il est normal qu'il y ait plusieurs façons de s'organiser en économie et puis ensuite, une fois qu'on a fait de la place pour ces différentes façons de s'exprimer, ensuite on peut décider collectivement et individuellement de là où on veut s'inscrire. Ce n'est pas du tout une économie qui est encadrée du haut, c'est une économie qui part de la base. Mais à un moment donné, il faut justement que les grandes institutions et ces initiatives issues de la base se rencontrent. Je pense que c'est la question qui nous est posée aujourd'hui.